Nous sommes ici au bas des Champs-Élysées, au cœur de Paris, au théâtre du Rond-Point, un lieu qui fait vivre le spectacle vivant, la création, les arts. Qu'est-ce que l'art? Qu'est-ce que l'écriture? Qu'est-ce que la chanson? Qu'est-ce que la musique ont à nous dire pour nous aider à faire face aux ombres qui menacent, de Trump à Poutine, la guerre en Ukraine, la tragédie de Gaza? C'est de tout cela dont nous allons parler avec une personne singulière, dont toute l'œuvre-vie témoigne de cette résistance à l'ère du temps. Lola Lafont, elle est romancière, elle est compositrice, elle est chanteuse, elle danse aussi. Elle nous montre comment faire face au réel. Bienvenue à l'échappée. Bonjour Lola Lafont, bienvenue à l'échappée. L'art est une façon de tenir tête à ce qu'on nomme le réel. Nous ne sommes ni diplomates, ni chefs d'État. Pourtant, notre devoir est immense, celui de continuer à imaginer l'inimaginable, qu'on appelle ça la paix, la vie ou l'histoire. C'est de vous, dans ce dernier livre, il n'a jamais été trop tard, jamais trop tard pour faire face à la catastrophe. La catastrophe est là. Elle s'appelle Trump, elle s'appelle Poutine, elle s'appelle l'extractivisme, l'illimitisme, le masculinisme, la guerre en Ukraine, la tragédie de Gaza et tant d'autres. Comment Lola Lafont nous aide à faire face à la catastrophe? Je ne sais pas si la littérature doit aider, en fait, et je ne sais même pas si moi, comme personne, je suis capable de prendre ce rôle-là. Je pense qu'il faut essayer. C'est le programme un peu modeste que je me suis fixé depuis 1 an ou 2 en écrivant « Il n'a jamais été trop tard ». C'est la question de la tentative, en fait. Je me suis aperçue que... Alors peut-être qu'on a reculé, effectivement, que j'ai été beaucoup plus encourageante il y a des années. Mais maintenant, je me dis que la tentative est ce que je peux proposer de plus combatif, c'est-à-dire de ne pas cesser de tenter et d'essayer. Je ne me trompe pas si je dis que toute votre œuvre, et on va y revenir, votre œuvre vie, j'allais dire, vous vous impliquez totalement, corps et âme, c'est un précis de résistance. Vous le dites dans ce livre qui a précédé, quand tu écouteras cette chanson, cette nuit, là où Anne Frank a écrit son journal, dans l'annexe où elle était cachée à Amsterdam, avant de périr dans la destruction des Juifs d'Europe. Et là, vous parlez au fond de l'indifférence. Vous dites « Je n'ai rien fait », clament les enfants qu'on accuse injustement. « Je n'ai rien fait », savent les adultes qui passent leur chemin. Et en fait, vous faites l'éloge dans ce livre de ceux qui, justement, ne passent pas leur chemin, qui n'auraient pas pu ne pas faire ce qu'ils ont fait. Secouer l'indifférence. Oui, ça va bien avec la tentative, effectivement, et avec le sentiment. Je crois que le sentiment le pire, là, aujourd'hui, ça serait de me dire que je n'ai pas fait assez. Mais je n'aurais jamais fait assez, on n'aura jamais fait assez, mais le sentiment, en tout cas, que j'aurais même pas essayé de faire assez. Effectivement, la phrase « moi, je n'ai rien fait », je la trouve troublante, puisque, effectivement, quand on est enfant, on se dédouane d'une accusation des adultes. Et puis, au fur et à mesure des années, en fait, cette phrase devient un constat qui pèse lourd, je pense, quand on se dit qu'on n'a rien fait. Et la place de ceux qu'on a appelés les bienfaiteurs, c'est-à-dire ceux qui ont permis que la famille Frank puisse survivre, ceux qui ont nourri... On dirait aujourd'hui les hospitaliers. Les hospitaliers, les bienfaiteurs, Je me suis dit, vraiment, mais pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'évidemment, ils n'étaient pas obligés. C'est ça la question, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'obligation à s'impliquer. On peut tourner le dos, on peut passer son chemin. Donc quel est ce moment où en fait on se dit... On fait face. Je dois y aller. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Ouais. Je dois m'impliquer et je dois physiquement... il faut que ça va me coûter. Je vous entends dire « je n'ai pas le choix » et je pense à le tout début de Lola Lafont par l'écriture. Ouais. La Lola Lafont, anarchiste, féministe. Une fièvre impossible à négocier. Et à la fin, d'ailleurs c'est là où il y a cet abécédaire, on pourrait dire ce dictionnaire et quelques notes, fièvre, j'ai une fièvre impossible à négocier, à guérir, à calmer. Je dis non, je fais face. Mais au tout début, il y a cancer,
on ne discute pas avec le cancer. On fait une chimiothérapie de l'homme qui tombe à pic. Le fascisme, c'est pareil. Le fascisme, c'est pareil que le cancer. 2 points, écrivez-vous, on l'élimine ou on en crève. Petite parenthèse, je rappelle pour les plus jeunes d'aujourd'hui, scalp. Section carrément anti-Le Pen. Donc Ouais. nous y sommes. Le fascisme, comme disait Jean-Pierre Vernant, ce grand résistant, on ne discute pas avec des anthropophages, on ne discute pas recettes de cuisine. C'est très troublant pour moi de relire ça, enfin de vous entendre le relire. Ça fait 20 ans. Il n'y avait pas, il y a 20 ans, de présence fasciste dans la rue. C'est le glissement, en fait. Je ne parle même pas de ceux qui ont été élus et qui seront élus. Et dans le monde. Bien sûr. Mais la présence physique, la menace physique, quand, par exemple, on organise un événement militant, une projection de film, comme il y a 2 semaines. Le film Z de Costa Gavras, qui était justement sur une dictature fasciste en Grèce. Et là, on est revenu à un temps où il y a vraiment un danger à ne pas être fasciste. Et pendant des années, effectivement, moi, j'hésitais à employer le mot fasciste. Enfin, vraiment, c'était quelque chose qu'on employait avec beaucoup de parcimonie, par souci du mot, en fait. Et maintenant, voilà, c'est plus la peine de tergiverser. Mais il y a quelque chose aussi qui me trouble vraiment beaucoup. Et je ne peux pas m'empêcher de commencer comme ça. C'est puisque moi, j'ai été très impliquée dans des mouvements comme ça. Je crois qu'on ne peut pas, antifascistes, autonomes, féministes, je crois qu'on ne peut pas ne pas se demander qu'est-ce qu'on a mal fait. Je ne peux pas imaginer l'espace dans lequel on vit en disant oui, alors c'est les gens. Quand on commence à dire les gens, de toute façon, on est foutu. Parce que c'est nous les gens, il n'y a pas cette sorte de distance. Et donc c'est vrai que là, depuis quelque temps, je me dis mais qu'est-ce qu'on a vraiment raté pour qu'on en soit là. Le on étant vraiment nous tous, en fait, nous toutes. C'est vraiment, il y a quelque chose pour moi qui nous échoit comme responsabilité. C'est pas quelque chose qui nous est complètement étranger. Je crois pas à ça, quoi. Mais vous dites, je ne peux pas ne pas penser ça aujourd'hui, mais en fait, Oui. ça traverse toute votre œuvre depuis le début, la question du remords, de la culpabilité. On va y revenir, y compris sur les violences dont sont victimes les femmes. Depuis le début, il y a chez vous, avec une écriture, le mot qui m'est venu, c'est il y a une très grande sororité dans votre façon d'écrire, une sensibilité d'être à être, qui aborde la question, justement, pas le point de vue militant d'en haut, vertical, je suis sûr d'être du côté du bien, mais au contraire, la précaution. Ben, je pense que c'est dû à mon parcours, qui est un peu étrange dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que finalement, moi, comment dire, je n'ai pas été une bonne militante, peut-être, parce que j'ai débarqué là-dedans par survie. Je ne suis pas arrivée là par des textes. Et évidemment que j'aime les textes et que je les ai lus après. Mais j'ai débarqué dans les milieux autonomes parce qu'il fallait que je survive et que j'avais besoin d'une colère appliquée. J'étais victime de viol, j'étais totalement invisible, c'est avant MeToo, c'est la fin des années 90. Et ce milieu-là m'a attirée comme une possibilité de, je ne le savais pas, mais de politiser tout ça. Je n'aurais pas mis ce mot-là à l'époque, j'avais juste besoin que quelque chose soit physiquement possible, que je puisse exister, vivre. Et le féminisme, c'est pareil. C'est-à-dire, j'ai pas eu la sensation de me dire, tiens, je vais devenir féministe. En fait, très honnêtement, je pense que j'ai fait partie même, et puis on est plein, des femmes qui s'imaginaient, ma génération, que c'était complètement inutile et on n'en aurait pas besoin, c'était terminé, ma mère avait été féministe, c'était bon. Et la vraie vie s'est chargée de me détromper et je suis tombée très bas. Et je pense que le féminisme m'a permis de faire que ça ne soit pas que mon histoire, que ça soit une histoire politique, que ça soit un système, et que ça ne soit pas tout sur mes épaules. Vous le dites, hein, sur la génération qui pensait que ça y est, tout était réglé. La question
de manière très prémonitoire, prophétique, enfin anticipatrice du soulèvement collectif, la question des VSS, comme nous disons dans nos langages entre nous, violences sexistes et sexuelles, mais du viol. Vous avez témoigné et raconté dans une des chroniques qui est reprise dans cet autre livre, Le loup, l'épée et les étoiles, le viol qui a nourri. Les premiers romans sont totalement nourris de ça, y compris avec la date, le 14 septembre, on le retrouve. Et surtout, quelque chose de très très fort, car vous le dites bien avant, quand Adèle Haenel est venue à Mediapart dire « ce ne sont pas des monstres, ce sont nos pères, nos frères, nos amis ». Et vous parlez du viol ils sont propres sur eux, ils partagent soi-disant nos idées, ils vont nous expliquer le féminisme même. Ouais. Et c'est cela qui est présent dès... alors le livre qui est le plus... C'est présent déjà dans Une fièvre impossible, mais Chaviré est totalement autour de cela avec ce personnage de Chloé. Ça a été vraiment non seulement la matière de votre engagement, mais la matière de votre création. Oui, étrangement, parce que j'ai du mal à me dire, je ne pourrais pas dire, finalement quelque chose de bon est sorti de tout ça, c'est pas comme ça que je le dirais, mais le fait d'écrire finalement, de reprendre la voix, de proposer mon récit, d'avoir la possibilité de dire l'histoire, parce que l'histoire a été dite par la justice, c'était pas la mienne. Ça a été un changement de perspective, puisque je suis devenue celle à qui on vient raconter. À partir d'une fièvre impossible à négocier, j'ai reçu des tonnes de messages, et tout d'un coup, c'est à moi qu'on venait parler de viol. J'ai découvert l'ampleur du dégât. En 2003, franchement, je ne soupçonnais pas du tout. Et de ce fait, en fait, ma place a changé totalement. Et pas que ma place, c'est-à-dire la question qui s'est posée, c'est mais qu'est-ce qu'on va faire de tout ça ? En fait, qu'est-ce que je vais faire de tout ça ? Je vais dire quoi, en fait ? Je ne suis pas une association. Je ne suis pas capable de faire quelque chose, à part écrire des romans et de diriger les gens vers d'autres personnes. Mais la seule chose que je peux dire, c'est que le collectif traverse tous mes romans, je crois. C'est vraiment un mot essentiel. C'est un mot essentiel. Moi aussi, moi aussi, tout à fait. C'est votre formule bien avant MeToo. Mais bien oui, avant. C'est vrai. Moi aussi, vous avez dit moi aussi. Ouais. Je pense que la seule chose qui peut sauver, en fait, vraiment, à tout point de vue politiquement, c'est le fait de se considérer comme faisant partie d'un collectif. Et moi, je ne crois pas je crois pas complètement au parcours individuel. J'y crois un peu, effectivement. Je crois que le nous est constitué de plein de jeux, etc. Mais je crois quand même que c'est totalement... Je crois qu'on meurt, en fait, de se croire unique. Je crois qu'on crève là, on peut crever là, d'imaginer qu'on est un cas particulier parce que réellement, c'est trop. Par rapport à, y compris les polémiques qui accompagnent le backlash contre MeToo, il y a quelque chose aussi de très anticipateur dans Chaviré, le personnage de Chloé, et que vous avez repris. J'ai vu une interview où vous disiez, mais que va-t-on faire des victimes qui ont dit oui ? Ouais. Et vous travaillez cette question, non pas justement du consentement, mais de celles qui n'ont pas eu d'autre choix, je ne sais pas comment dire, de laisser faire. Ouais. Et vous avez tout de suite travaillé ça au plus près de la douleur, de la précaution, de la négation parfois. Je pense que autant je pense que la seule joie politique de mon existence pour le moment, c'est MeToo. Oui. Et je me dis que j'aurais assisté de mon vivant à une révolution et que c'est pas rien, que même dans les moments de détresse politique, on se dit non, tout n'est pas raté. En fait, ça, c'est vraiment quelque chose d'énorme, c'est mondial. Ce qui n'est pas rien, ça traverse vraiment le monde, même si c'est... le backlash, il arrive tout de suite. On a à peine eu le temps de faire presque rien, que le backlash est là, ce qui prouve à quel point aussi les mots sont importants, parce que ce sont des mots, parfois, que Trump
et Poutine combattent, par exemple. Là, on voit en ce moment l'éradication de certaines expressions. Donc le mot a une certaine importance. Mais effectivement, j'ai tout de suite eu un petit moment de frayeur avec la figure de la victime parfaite. La figure de la victime célébrée, parce que je sais que la plupart des violences sexuelles sont commises par des proches, ce qui veut dire que vous n'allez pas vous défendre contre un proche, que comme on dit, le violeur a la clé de la maison, on l'a vu avec Gisèle Pellicot, et que donc on est très vite une mauvaise victime en réalité, avec 1000 guillemets évidemment. Moi j'étais une très mauvaise victime, j'étais la pire, vraiment une des pires victimes, parce que je cumulais vraiment. C'était quelqu'un que je connaissais bien, c'était avec qui j'avais une histoire, donc je squattais. Vraiment, il y avait une différence de statut, il y avait tout. À l'époque, je n'étais pas du tout crédible. Et je l'ai bien vécu avec la justice, de ne pas être crédible. La justice ne vous a pas écouté ? Non, c'est la littérature qui m'a écoutée. Mais j'ai vécu, vraiment, je pense que la plus grande violence, et je sais que Adèle Haenel l'a dit, et je voudrais le redire, une des violences les plus marquantes, c'est la justice. Et pourtant, je suis complètement pour qu'elle existe aujourd'hui. C'est paradoxal, mais le fait de vivre un classement sans suite, etc., de devoir témoigner devant des flics qui, à mon époque, avaient au mur des photos porno, en fait, dans le commissariat. Le fait, après, d'être aussi l'objet d'une plainte, c'est très classique, pour diffamation, pour abus de porter plainte, et de me retrouver accusée. Tout ça a nourri mon envie d'écrire. Parce que moi, je pense que ce sont des thèmes qui doivent rentrer dans la littérature, en fait, qui doivent trouver une place quelque part. Cette place de l'écrasement qui va se combattre. Mais oui, je tiens beaucoup à ce que j'appelle la mauvaise victime, à celles et ceux qui n'ont pas pu se défendre. On le voit aujourd'hui avec la place des enfants. C'est très important dans la parole des enfants. C'est-à-dire qu'on le sait, l'immense confiance des enfants envers les adultes, moi, c'est quelque chose qui me retourne. La parole des enfants, non seulement elle n'est pas entendue, elle est niée, c'est très différent. Hein, voilà, je pense qu'il faut vraiment se défier en fait de la sanctification, en fait, et il faut vraiment penser aux personnes qui n'ont pas osé se défendre, pas pu. Et puis même, d'ailleurs, qui ont pensé à un moment donné que tout ça était normal. Parce que, quand même, avant MeToo aussi, on pouvait parler à ses amis, mais on ne pouvait pas avoir cet écho des réseaux sociaux. Ça veut dire qu'à un moment donné, on pouvait se dire « mais peut-être que c'est normal, ce qui se passe là avec ce type. Peut-être que c'est normal ». Et je pense vraiment aux générations de femmes qui ont vécu ça. Et qui, même quand je vois les témoignages des hommes aujourd'hui, qui témoignent de Betaram, de tous ces collèges, et que je vois des gars de 60, 70 ans, et franchement, ça me brise le cœur, en fait, d'imaginer les décennies de silence et de souffrance. Vous avez parlé d'or quand vous disiez c'est une révolution, c'est la seule bonne nouvelle. Oui, c'est une révolution, pas seulement culturelle, on pourrait dire anthropologique. Vous l'écrivez en rappelant à propos du procès des viols de Mazan, il y a quelque chose qui cloche entre les hommes et les femmes. Le genre auquel j'appartiens, ce qui se passe là, oblige à faire face aussi à, j'allais dire, des millénaires de prédation, d'emprise inconsciente ou non consciente même. C'est moi qui ai le droit à la procréation, c'est moi qui ai droit à la décision, c'est moi qui suis le chef. Et ce que nous avons politiquement sous les yeux à l'échelle du monde, c'est bien, au fond, l'ultime sursaut de ce monde-là, ce masculinisme. Vous avez parlé de Trump, de Poutine. En fait, les mots qu'ils veulent viser, c'est tout ce qui évoque le genre, tout ce qui évoque le féminisme, tout ce qui évoque justement ce soulèvement d'une égalité radicale, d'une égalité réelle. C'est une note d'espoir, parce qu'au fond, ils font des dégâts, ils sont très violents, mais en fait, ils savent qu'ils sont finis.
Vous êtes optimiste, mais je ne suis pas sûre. Mais je pense que c'est normal, leur réaction est tout à fait normale. Vous ne pouvez pas discuter, vous attaquer au pouvoir de quelqu'un et qui vous donne la clé gentiment. Ça, c'est pas possible, ça n'existe pas. Mais en revanche, moi, ce qui me taraude vraiment, c'est nous, toujours, hein, c'est toujours pareil, c'est je me dis, très bien, eux, ce sont clairement les méchants. C'est vraiment la figure du méchant. Et puis, ils sont très bons hein, là-dessus. Simplement, nous, moi, il faut qu'on questionne cet amour de la puissance. Il faut qu'on questionne cette excitation de la réussite. Il faut qu'on questionne ce glissement qu'il y a depuis des décennies à vouloir faire des enfants, par exemple, des réussites. Le problème, c'est aussi quand la gauche met ses enfants dans des écoles privées. Ça va vous paraître très loin, mais ça l'est pas. Pas du tout. Ça l'est pas, parce que à partir du moment où vous avez cette anxiété que votre enfant y arrive, ou ça, je ne sais pas, à partir du moment où vous êtes empreint de ce désir je dirais, de faire partie des dominants quand même, hein, même si c'est gentiment... il y a une hiérarchisation des vies, il y a une hiérarchisation des corps, notre amour des classements et tout ça. J'étendrai ça jusqu'à les notations de tout ce qu'on fait, en fait. À partir du moment... Moi, je vois le glissement presque par là. À partir du moment où on s'est habitué à noter gentiment ou horriblement les restos, les hôtels, les taxis, les coiffeurs, on est dans quelque chose du classement, de la hiérarchie. Franchement, je suis un peu sidérée de cette passion qu'on a, et moi aussi hein, d'ailleurs. Et si vous voulez, l'amour de la domination et l'amour du classement, c'est ça qu'il faut extirper de nous, en fait. Et je m'inclus, évidemment. Je lisais récemment dans un vieux livre sur Napoléon qui comparait Napoléon à Don Juan, la soif d'illimitisme de conquête. Qui est là, sous nos yeux, c'est l'illimitisme de l'extractivisme au machisme et à toutes les violences. Cette idée, au fond, écrivait cette personne, qui s'appelle André Suarez, la catastrophe de la grandeur. Et c'est exactement ce que vous venez de dire. D'ailleurs, chavirer se termine là-dessus. Être fragile est devenu une insulte. Qu'adviendra-t-il des incertaines, de celles et de ceux qui ne s'en sortent pas, ou laborieusement, sans gloire, on finit par célébrer les mêmes valeurs que ce gouvernement que l'on conspue, la force, le pouvoir, vaincre, gagner. Bah oui. Il faut un autre imaginaire, de la fragilité, de la précaution. Oui, de la gentillesse, j'ai envie de dire aussi, oui. de l'attention. Mais oui, c'est très difficile de s'extirper de ça. Moi, je m'intéresse beaucoup aux femmes qui ne sont pas MeToo. Parce que je les comprends. Parce que je pense que j'en ai fait partie. Parce que je n'ai pas été, quand je disais tout à l'heure, je n'ai pas été une bonne militante. J'ai débarqué dans ces milieux-là en n'étant pas correcte. J'avais pas le bon costume, j'avais pas le bon discours, j'avais pas les bonnes références. Et donc, j'ai compris ce que c'était de ne pas être vraiment une bonne militante, d'être un peu malhabile, maladroite. Et je crois que quand qu'on se sent fragile, on veut être proche du pouvoir. Et donc, je crois que, franchement, on est beaucoup à avoir voulu être près des chefs de bande, près de ceux qui étaient même de gauche, hein, patrons de gauche, etc. Et même dans les organisations politiques. Mais bien sûr, et que ce qu'il faut défaire, c'est ça, en fait. Et c'est compliqué. C'est compliqué, parce qu'il faut avoir du cran pour se détacher du pouvoir, parce qu'on en prend aussi plein la gueule. Et on n'a pas du cran tous les jours. En fait, c'est ça le problème, pas tout le temps. Je suis venu te proposer de tout refaire. C'est ce que vous venez de dire. C'est une phrase d'une des chansons de votre premier album, Grandir à l'envers de rien. Non, c'est le deuxième. C'est le deuxième. C'est le deuxième, je me trompe. Je sais plus. Oui, c'est le deuxième, puisque le premier, c'est Une vie de voleuse. Ouais. Voilà. Et ça s'appelle L'Aube nouvelle. Ah oui. Alors pourquoi je dis ça? Parce que vous êtes, j'ai dit, c'est une œuvre-vie. Là, on se promène dans vos livres. Mais vous êtes chanteuse. Nous sommes ici au Théâtre du Rond-Point, où vous avez mis en mots, comme une sorte de puzzle, votre travail de création, mais avec votre corps.
lequel corps travaille toutes les semaines parce que vous êtes fidèle à ce qui a été votre première passion jusqu'à l'âge de 25 ans, la danse classique, avant de rencontrer la danse contemporaine. Vous êtes compositrice, donc chanteuse et compositrice. Vous êtes, et c'est un mot que vous employez, dans un passage très très beau de ce formidable livre, là, ce voyage avec Anne Frank, où vous racontez comment on a voulu la normaliser, Anne Frank, enlever ses allusions à la sexualité, comment elle trouvait que les corps des femmes nues étaient beaux, comment on a voulu en faire une sorte d'icône qui n'était pas vivante au sens qui continue à nous parler, et vous la qualifiez d'irrévérente. Il faudrait un musée des irrévérentes. Vous êtes l'irrévérente pour nous, aujourd'hui. Peut-être. Si. Vous essayez, en tout cas. Je ne sais pas tellement faire autrement, en fait. Et j'ai l'impression que c'est des choses, quand les choses vous étouffent, plus ou moins, vous en éloignez. Et il y a une phrase que j'adorais de Vaneigem. Oui, Raoul Vaneigem, qui a été très important quand j'ai commencé à militer. J'aimais vraiment. Il est cité, d'ailleurs. Il est cité, oui. C'était on respirera plus tard. Et bien oui. sûr, non, on respirera pas plus tard. Oui. C'est vraiment quelque chose qui m'a frappée comme texte au moment où je suis rentrée en politique comme ça. Ça m'a parlé corporellement. Je me suis dit, ah, bien sûr que non, tu respireras pas plus tard. Donc. On n'a pas le choix. Non. Mais ce que vous avez depuis, et vous y avez fait tout de suite allusion, travaillé, et que vous citez dans votre dernier livre, c'est la bonne distance. Quand vous dites il faut penser contre nous-mêmes, au fond, c'est comment on trouve la bonne focale? Mais je ne sais pas, on les essaye toutes en fait. Je pense que c'est vraiment intéressant d'avoir un bon paquet de focales pour avancer, pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. Alors moi j'aime bien cette expression parce que d'abord je trouve que l'actualité passe, vraiment, c'est devenu ça. Elle passe, vous ne pouvez pas la retenir. Les chaînes d'infos ont cette triple information avec quelqu'un qui parle, une image et un texte en dessous qui ne sont pas les mêmes histoires, donc il n'y en a aucune. Ou alors il y a un cataclysme, je ne sais pas, d'informations qui ne font pas sens. L'histoire de la distance, en fait, je l'ai comprise tard. Je l'ai comprise au moment de la petite communiste. C'est comme un cycle, en fait. Alors, au moment de la petite communiste... La petite communiste, il faut juste raconter. C'est-à-dire que c'était votre premier succès, j'allais dire. Hein. C'est l'histoire de cette formidable gymnaste roumaine. Vous-même avez grandi à la fois en Bulgarie et ensuite surtout en Roumanie. Hein. Vous êtes arrivé en France à 12 ans, hein, c'est ça. Et c'est Nadia Comaneci, c'est ça. Voilà. Et c'est un livre formidable sur le... Voilà, elle ne sourit pas, elle est totalement investie. Mais pardon, je vous ai interrompu parce que ça a été ma première découverte de votre œuvre, c'est pour ça. En fait, au moment de l'écriture de La Petite Communiste, je me suis dit que j'allais disparaître de ce livre et que c'était ça ma tâche. C'est-à-dire que je m'intéresse beaucoup à la forme. Moi, la forme, c'est ça qui m'intéresse, de comment on raconte. Là, c'est un peu une fausse biographie, d'une certaine façon, ou c'est une biographie de l'enfance. Et je me suis dit, du corps. Et du corps. Et je me suis dit, si tu es trop dedans, le lecteur n'a plus de place. Et pour le coup, s'il y a un truc qui est politique pour moi, c'est la place que j'accorde aux lectrices et aux lecteurs, qu'ils s'accordent tout seuls. Et de ne pas surplomber. J'ai vraiment du mal avec un écrivain qui me surplombe, de la même façon que quand vous regardez comment les débats sont organisés, les débats littéraires, et que vous vous retrouvez sur une estrade à parler devant des gens qui n'ont pas de micro, etc., c'est un vrai problème. Parce que c'est un truc d'enseignant que je ne suis pas. Mais bon, au moment de La Petite Communiste, je me suis dit, toi, tes opinions, on s'en fiche, en fait. Donc, il faut que tu réussisses. Bon, c'est un peu hypocrite parce qu'évidemment qu'elles sont là, mes opinions, mais il faut que tu réussisses à prendre du recul et il faut que tu réussisses à parler des pays de l'Est, ex-pays de l'Est, avec une certaine forme de fausse naïveté, pour laisser la place à une autre description de ce que ça a été, en fait.
Et à partir de là, ça m'a beaucoup troublée et ça parle un peu de ma position par rapport au milieu militant pur et dur. Il y a eu énormément de rencontres, énormément. Et je me suis retrouvée devant des femmes qui venaient me voir, qui n'auraient jamais pu rentrer dans certains squats ou certaines réunions parce qu'elles n'avaient pas l'apparence d'une militante féministe. C'était pas des jeunes. C'était Madame Tout-le-Monde qui peut-être n'a pas le bon langage, mais elle savait très bien ce que c'était la domination. Mais elle savait très bien ce qu'elle avait perdu de son corps en passant de l'âge de 10 ans à la puberté. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais c'est avec eux et avec elles que je veux parler. Parce que je sais que tout le monde sait, en fait, tout le monde sait ce qu'il vit. Je veux dire, les gens, quand on dit les gens, je crois vraiment que quand on est dans un truc de domination, que ce soit dans le travail, dans la sexualité, on le sait très bien. Mais on n'a pas toujours les mots pour le dire. On n'a pas toujours le discours. Et le discours de ceux qui savent, même quand il est très bien, il est écrasant. À un moment donné, je me suis dit, moi, c'est par là que je vais, en fait. Ouais. Dans ce travail d'effacement, vous parlez. Et de m'adresser beaucoup à des personnes qui ne sont pas officiellement politisées, mais qui le sont. Dans ce travail d'effacement, il y a beaucoup de travail. Ouais. Un peu à l'image donc, de la danseuse vous faites toujours vos heures de danse et de bar. Pas autant. Hein. Mais vous ne quittez pas ça. Donc une grande discipline. C'est ça que raconte aussi le livre sur la petite communiste qui ne souriait pas, qui ne souriait jamais. Il y a cette discipline et on la retrouve, ça m'a frappé. On a parlé tout à l'heure, on a évoqué Z, le film de Costa-Gavras. Et Costa-Gavras, dans son cinéma, tous les films sont politiques, aime-t-il dire, mais où la forme est importante, et avec un grand travail d'écriture jusqu'au montage. Il fait toujours ses films avec un dossier. Il y a toujours besoin d'un dossier. Or, ce qui m'a frappé dans toute votre œuvre, c'est que justement, il y a ce travail, il y a un dossier. Documentaire, jusqu'à, d'ailleurs, Mediapart est concerné, puisque pour Chaviré, vous remerciez Marine Turki et Fabrice Arfi, Fabrice qui vous a orienté vers Marine, pour justement sur comment on enquête sur les violences sexistes et sexuelles. C'est-à-dire, il y a un côté très... Vous prenez la matière du réel, c'est pas moi, la créatrice, ex nihilo, vous la travaillez, et c'est dans ce travail que vous vous effacez. Oui, j'ai vraiment besoin d'avoir ces mois et ces mois de... C'est un peu comme créer un parfum ou créer une géographie, en fait, où tous les... collective, parce que je rencontre plein de gens qui me racontent plein de choses. Dans Chaviré, une habilleuse, une meneuse de revue, je ne me souviens plus tellement de gens. Et au bout d'un moment, toute cette matière, je dois l'avoir, c'est pas par cœur, mais presque, en fait. C'est-à-dire que il faut que ça fasse partie de moi pour que je puisse être exacte. Ça, c'est quelque chose que je trouve très important. Exactitude. Et à partir de l'exactitude... Comment ? Non, je m'amuse à faire du yiddish. Pile poil. Appunditroy. Ça tombe pile poil. Eh ben ouais. Eh ben voilà, une exactitude qui me permette, en fait, d'inventer quelque chose. Mais exactitude. Et exactitude jusqu'à, vous disiez l'éloge du collectif, jusqu'à faire relire. Et alors, au début, c'est Louis P. Depuis maintenant, on sait que c'est Louis Pitiot. Ouais. Il y a un lecteur permanent, un relecteur permanent qui est remercié à la fin de chacun de vos livres. Oui. Qui est ce personnage ? C'est mon meilleur ami. D'accord. Ouais. Et il n'est pas dans l'édition du tout. D'accord. Non. Mais je pense que c'est quelqu'un qui me connaît depuis toujours et qui donc, par cette connaissance, sait, quand il me lit au début, presque mieux que moi là où je vais. Et je pense que je travaille qu'avec des amis, en fait. J'ai beaucoup. J'ai besoin de ces gens avec qui il y a d'autres liens qu'un métier. C'était pas tellement prévu que tout ça devienne un métier, en fait. Oui. C'est bien, le chemin se fait en marchant. Cette phrase, peut-être mal prononcée de Yiddish qui m'est venue pour dire c'est pile poil, tu tombes au bon endroit. En fait, l'origine protège de rien, mais il faut bien parler de cette histoire qui vous porte, dont la figure un peu qui a l'air tutélaire, vous lire, c'est votre grand-mère, Ida.
c'est à la fois une histoire communiste et juive, bundiste, si on remonte, le mouvement socialiste juif laïque, qui est l'histoire, on remonte tout en haut, avec une figure qui est votre grand-oncle, qui a été Goldman, Ater Moïse Goldman, qui est le père de figures qu'on connaît, Jean-Jacques Goldman, Pierre Goldman, qui a été une grande figure de la résistance des FTP, main-d'œuvre immigrée. Je me trompe, mais si je vous vois, vous qui avez grandi avec des parents communistes, qui ont été justement de l'autre côté, en adoptant tout ça, avec cette histoire familiale, etc. Dans votre chemin, vous me paraissez comme dans une course relais, comme quelqu'un qui fait la transition, qui sauve l'espérance dans la débâcle par rapport à toute cette histoire, par rapport à ce chagrin. Quand vous revenez en France, c'est dans les années 80, la chute du mur va arriver, la fin de l'Union soviétique, le grand chagrin communiste, puis on voit ce que ça donne, ce capitalisme mafieux dirigé par un ancien du KGB. Bon, et vous tenez tous les fils de cette histoire internationaliste. Mais je pense que j'ai grandi dans une famille, effectivement, où on parlait beaucoup de politique et où elle était vraiment un socle quotidien, en fait, parfois très agaçant. En fait, avec des disputes, même. Très, très agaçant, pour moi, comme Trop enfant. de politique. Trop de politique. J'en ai conçu, à l'adolescence, un rejet total pour ce qui était des partis. Ça a duré. D'où l'anarchisme, voilà. fondateur. Oui, et je continue à penser que j'ai bien fait. Et s'il y a quelque chose qui a été très important au début, moi je considère que j'ai commencé à faire de la politique en 95. Avec les grèves de 95, ça a été mon 68, je dirais. Notre 68 pour cette génération-là. Déjà sur les questions des retraites et oui. tout ça. Voilà. Mais avec beaucoup de récits dont on ne parle plus. Oui. Beaucoup. Beaucoup de... Je ne sais pas, je pense au collectif des chômeurs heureux, par exemple, dont on connaît si peu l'histoire. Enfin, des choses... que j'ai expérimenté, enfin que j'ai vu, et qui sont vraiment effacées de l'histoire. Et c'est important ce qui se transmet. C'est le problème de la gauche, c'est que les choses se transmettent très mal et qu'on recommence toujours un peu à zéro. Je crois qu'il y a quelque chose qui m'a marqué. Vous parlez du malheur des communistes. C'est leur erreur, moi. C'est l'aveuglement. J'avais pas du tout envie de renouveler ça. Et je crois que... J'ai eu de la chance, historiquement, c'est que la grande cause de ma génération, en tout cas le grand espoir de ma génération, finalement, politiquement, quand on était dans ces milieux-là, c'était le Mexique, c'était le Chiapas et le ZLN. Et que donc, quand je dis la chance, c'est que ça portait quelque chose qui n'était pas mortifère, qui n'a pas, pour l'instant, révélé de choses terribles. C'était quelque chose qui m'a profondément bouleversée, profondément construite politiquement. Et il était question de poésie, il était question d'une langue nouvelle. Le sous-commandant Marcos, avec son passe-montagne. Il était question de, justement, et moi j'aimerais bien dire un mot là-dessus, on est tous Marcos. Ça veut dire, évidemment, il est devenu une figure de proue parce que le capitalisme adore faire des icônes, même quand elles sont de gauche. Mais quand même, là, moi, ce qui me questionne, c'est à quel point on est très loin de ça. À quel point tous les combats les plus intéressants sont représentés par un visage, par un nom, par une figure. Et à quel point c'est casse-gueule. Parce qu'aucune personne, tout le monde est faillible, et donc ne pas être représenté par un collectif et être représenté par un visage, le féminisme ou autre chose, eh ben c'est comment dire, à la moindre petite anicroche, le mouvement sera atteint. Et j'ai aimé ces mouvements-là, j'ai aimé la fin des années 90 avec les Sans-Terre, les Sans-Logis. Il y avait un espoir, et la ZAD, qu'il n'y ait pas de... Alors c'est paradoxal, je vous dis ça et je suis là en tant que visage, et donc j'ai bien conscience que c'est un peu... ça a ses limites, mon raisonnement, parce que je ne devrais pas être là. Voilà, c'est une vraie question. D'ailleurs, vous écrivez à un moment, si on dit qu'Anne Frank... Nous sommes tous Anne Frank, il n'y a plus d'Anne Frank. C'est-à-dire que c'est une contradiction. Mais il faut aussi que le je ne soit pas effacé par le nous. Le je ne doit pas être effacé, mais Anne Frank, elle n'a jamais demandé à représenter aucune cause. Et ça, c'est la grande différence. Anne Frank n'était pas
à la tête d'un mouvement. Elle était une jeune fille enfermée pour ne pas mourir. Donc là, c'est vraiment effectivement l'inverse, en fait. Mais voilà, oui, je viens d'une culture politique qui... Ça me peine que personne ne connaisse, et ça fait longtemps que je me heurte à ça, que personne ne sache qu'il y a eu un mouvement. Moi, je viens d'un milieu juif laïque de gauche. Très vite, j'ai compris que personne ne connaissait, en fait. Parce que pour mes grands-parents, qui ont fui respectivement la Russie et la Pologne, la religion était ce qu'ils fuyaient. Eux n'étaient déjà pas religieux. Ils étaient... Bon, mon grand-père un peu moins, mais ma grand-mère était très communiste. Un peu trop. Mais c'est une autre époque. Et cette mémoire du Bund, en fait, elle est tellement effacée. Tellement. Cette grand-mère qui vous a quelque part transmis une histoire de littérature quand elle vous raccrochait au nez en disant « Non, c'était pas le soir du Shabbat, mais c'était le vendredi soir. Mais c'est pas pour le Shabbat, c'était pour Bernard Pivot et apostrophe. Oui, il y a apostrophe. » Et c'est important, c'est quelque chose qui me frappe beaucoup quand les éditeurs parlent de grands lecteurs. Ils disent ça, il y a tant de grands lecteurs. Je considère ma grand-mère comme une grande littéraire, qui ne savait pas écrire et pas lire jusqu'à un âge très avancé, le français en tout cas, parce qu'elle n'a pas pu aller à l'école. Et je ne vois pas de personne qui était plus passionnée par la fiction et la langue et la culture qu'elle. Pour le moment, je me dis, c'était sa passion qu'elle n'a pas du tout pu vivre. Et je continue à penser dans les rencontres, quand je rencontre des gens, je me rappelle au début, des gens venaient me voir et me disaient « mais je ne lis jamais d'habitude et pourtant j'aime vos livres ». Et moi, je pense que c'est un grand compliment, que c'est un honneur. Et je me souviens qu'autour de moi, dans le milieu littéraire, on me regardait un petit peu avec un certain dédain. C'est quand même un très grand compliment. Quelqu'un qui lit jamais, qui vient lire un livre de vous. On a parlé du communisme, de la gauche, de politique. C'est un texte de 2018, mais sacrément enlevé. Ça s'appelle « Fini de pleurnicher ». Alors, fini de pleurnicher, en fait, sur le cadavre de la gauche, on pourrait le dire comme ça. Vous dire que vous lancez sur tous les hypocrites. Comme une grande partie de ma génération, j'ai été sous-payé par des sympathiques patrons de gauche qui m'imploraient, etc. J'ai écouté des garçons de gauche m'expliquer doctement le féminisme. Mes poumons ont été saturés de lacrymos lancés par des flics républicains, plutôt de gauche. J'ai adoré des chanteurs de gauche, lesquels ont cogné parfois à mort leur campagne. J'ai vu des films de gauche ravis de raconter de très haut le parcours d'ouvriers infailliblement racistes et fatalistes, etc. Les partis de gauche se meurent et ce n'est pas une mauvaise nouvelle, car la gauche, elle, est pleinement vivante. 2018, du temps a passé. Ouais. Qu'est-ce que Lola Lafont a à dire aux gauches d'aujourd'hui, partant d'orage et où les ombres gagnent? C'est compliqué. Ce texte est à tel point compliqué que quand j'ai fait le spectacle au Rond-Point, après, au moment de la dissolution, je ne l'ai plus lu. Oui. Parce que je me suis dit, je ne peux plus taper sur la gauche. Et vous l'avez remplacé par le « nous », dont vous faites à moment de la dissolution. Ouais. Et à propos du nouveau Front populaire, vous défendez cette idée que, c'est dans ce livre-là, vous défendez l'idée qu'il y a un « nous » qui se recrée. Mais même ça, en fait, j'étais optimiste. En fait, je vois que quand je relis la chronique de Libé des législatives, je me dis, mais... Bon, j'étais un petit peu, comme nous tous en fait, on a un petit moment de triomphe vite douché. Qu'est-ce que je dirais? Mais je ne sais pas, qu'est-ce que je dirais? Je dirais un peu la même chose dans le sens où je continue à croire que... Je sais qu'il y a plein de mouvements, de lutte, de combats, de solidarité qui sont un peu partout. Il n'y a pas rien. Moi, le problème, c'est le catastrophisme dont je suis aussi atteinte. Enfin, il m'atteint beaucoup là en ce moment. C'est une catastrophe totale. Mais en même temps, je trouve que ce luxe-là d'être complètement démoralisé, on ne l'a pas vraiment, là. On ne l'a pas vraiment. Et dans Libé, il y a ce truc que j'aime beaucoup, les articles qui nous ont fait plaisir cette semaine. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Je crois que c'est très, très important de relayer les choses qu'on fait et qui ont du sens et qui marchent. Ça existe quand même. C'est petit. C'est petit. Alors, qu'est-ce que je dirais à la gauche? Mais je ne sais pas, parce que je ne sais pas ce que c'est la gauche, là. C'est ça le problème. Dans ma définition, je crois qu'elle n'est pas là encore, en fait. Je crois qu'il y a vraiment
trop de questions qui nous fâchent et que je préfère m'adresser à des individus ou à des gens qui sont dans des milieux associatifs. De toute façon, la politique, pour moi, elle n'a jamais été ailleurs que là. Oui, mais si ce n'était pas tout simplement en sortant justement de ces grandes étiquettes et de ces grands mots, on voit bien qu'il y a le feu au lac, l'essentiel est en jeu, l'égalité. Mais oui. C'est ce moteur de l'émancipation. On a parlé de MeToo, on pourrait parler des indépendances, on pourrait parler de la décolonisation, on pourrait parler combat contre l'esclavage, le racisme. C'est ça qu'on doit... Ouais, je crois qu'il y a un truc que j'ai jamais pensé aussi fort que maintenant et qui m'étonne, que je n'aurais jamais dit à 10 ans, mais jamais, que là, il faut qu'on soit humaniste, en fait. Il faut qu'on... Ça me semble, d'une certaine façon, une tâche immense et en même temps, ça me semble petit par rapport à ce que je pensais il y a 10 ans et en fait, non. Mais je ne vois pas d'autre issue que d'emprunter la route de ce mot-là. Et de lui faire vraiment un hommage total, pas de s'arranger avec. Pas de s'arranger. Il y a une radicalité de cette promesse-là. Il y a une radicalité de ça, ouais, absolument. C'est la seule idée radicale que je vois. Et cette radicalité, elle est sans frontières. Je n'ai pas ça, été trop peu, je trouve, souligné dans ce voyage qui va bien au-delà de cette nuit au musée. C'est le titre de la collection dans laquelle c'est paru initialement chez Stock. Le titre, quand tu écouteras cette chanson, ça ne parle pas de la Shoah, non. Ça parle d'un autre génocide. Ouais. Et c'est une façon, je pense, votre choix, de dire qu'il n'y a que toute mémoire de victime oblige à être solidaire d'autres victimes. Ouais. On ne peut pas s'enfermer dans ce passé victimaire. Et si on oublie les autres victimes, on devient soi-même indifférent. Alors pourquoi je dis ça ? C'est qu'en fait, c'est un hommage à... Faisons un pacte. Si tu veux bien, quand tu écouteras cette chanson, tu penseras à moi. Post-scriptum. Ne m'oublie pas trop vite quand même. Post-scriptum 2. Je te demande de ne pas m'oublier trop vite. Ce garçon qui va disparaître dans le génocide commis par les Khmers rouges, issu de l'histoire du communisme au Cambodge, c'est un garçon que vous avez rencontré peu de temps dans les parcs de Bucarest, en Roumanie. Hein. Vous avez noué une amitié et c'est sa dernière lettre qu'il vous envoie avant de disparaître avec ses parents au Cambodge. Oui. Oui. Et cette année, on va célébrer les 50 ans du génocide perpétré par les Khmers rouges, un génocide si peu connu, si peu étudié. Quand tu écouteras cette chanson, alors tout part d'une histoire très personnelle, évidemment, parce que c'est un jeune homme que je rencontre quand je suis enfant, qui va m'écrire. Et quand j'étais dans l'annexe, en fait, la nuit que j'ai passée là-bas, ça m'est apparu comme une évidence qu'il y avait un parallèle entre ces deux adolescents, 15 ans, qui laissent des lettres. Lui, ces lettres je suis la seule personne qui les connaisse, un peu moins aujourd'hui, et qui me demande de ne pas l'oublier. Et qui a sa place dans l'annexe. Toujours à Anne Frank, il y a quelque chose de très fort qui renvoie à... Vous parliez des mots, vous parliez de comment Trump fait des listes de mots interdits, comment il travaille le langage. En fait, nous sommes dans ce monde d'Orwell, il est là. Ça rend les pays ex-communistes très amateurs. Oui, absolument. Et, il y avait, fut-elle trahie, une histoire d'humanisme, fut-elle accompagnée de grands crimes, ce qui fait que je pense qu'on sera d'accord là-dessus, que l'histoire du communisme n'est pas celle du nazisme, n'est pas celle du fascisme. Elle s'ancrait dans une promesse humaniste au départ. Je faisais ce détour-là parce qu'il y a un truc formidable, enfin, un truc est familier, c'est comment, je ne savais pas tout ça, comment Hollywood, cette Amérique qu'on redécouvre si on ne l'avait pas vue, qui est violente, qui est marchande, qui est verticale, qui est autoritaire, qui est brutale. Elle existe avec cette idée de la conquête. Et du coup, ça s'est traduit aussi sur Anne Frank. Ouais. Anne Frank, il ne fallait pas qu'elle soit trop juive. Non. Il ne fallait pas que l'histoire soit trop triste. Le premier scénario pour Hollywood, il a fallu faire une fin joyeuse
vous racontez ça. Oui, Et Variety a dit, c'est très bien ce film parce que finalement, le nazisme, bon non, on ne le voit pas trop, voilà, il encombre pas trop. Oui, c'est vraiment ça m'a beaucoup troublée quand j'ai commencé les recherches sur l'appropriation par Hollywood de l'histoire d'Anne Frank, parce que je ne savais pas du tout que j'allais tomber là-dessus. Et ce qui m'a inquiétée, c'est que je suis tombée là-dessus très facilement. Et donc, je me dis, si moi je l'ai trouvé, plein de gens l'ont trouvé. C'est un peu le principe de mes recherches en général. Je ne dévoile rien. Je tombe sur des choses facilement. Et si on n'en parle pas, ça veut dire quoi, en fait? Au moment où j'écrivais, était repris à Paris le film des années 50 dont je parle, Il y a eu des Oscars, Anne Frank, il y a eu plein d'Oscars, et qui effectivement se termine bien. Parce qu'à l'époque, la première fin qui montrait la vraie fin de Anne Frank et de Margot Frank à Bergen-Belsen, les spectateurs l'ont jugée trop dure. Les spectateurs testent et les producteurs, elle a été coupée du film. Et je me dis qu'on montre ce film encore aujourd'hui sans explications et qu'on montre cette fin où elle lève son visage vers le ciel en disant qu'elle croit en la bonté innée des hommes, il y a un problème. Il y a un problème. Je cite la phrase de Variety. La pièce a le mérite de ne pas, parce que c'était une pièce de théâtre, de ne pas provoquer une haine du nazisme et de ce que ce dernier a fait. Dans le pays où aujourd'hui, le beau président non élu Elon Musk fait des saluts nazis. L'homme le plus riche du monde. Oui. Le livre sort aux États-Unis cet automne. D'accord. Vous allez l'accompagner. Vous avez vécu à New York. Oui. Il y a un autre sujet, forcément, qui est présent là. Et là, vous faites une confidence personnelle qui m'a beaucoup touché sur l'antisémitisme. Ah, tu es juive? T'en as pas l'air, pourtant. On ne dirait pas. Et vous, on ne dirait pas. J'ai entendu beaucoup. Et vous partez de cette phrase et qui renvoie à ce qui, je l'ai écrit, combien l'antisémitisme, pour moi, est au cœur de tous les racismes, parce que c'est une vision totalement complotiste du racisme. C'est l'obsession de l'autre en nous, de l'autre qui se cache, de l'autre qui nous ressemble. C'est ça qu'il faut aussi dire à celles et ceux qui relativisent l'antisémitisme, qui ne doit pas nous empêcher de combattre tous les autres racismes et de jamais oublier. Non. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de concurrence. Voilà. C'est vraiment quelque chose... C'est au moment où je pense que ce livre, il est né aussi d'une phrase de ma sœur, qui un jour m'a fait remarquer que dans les interviews, je disais facilement beaucoup de choses. Je disais que mes grands-parents venaient de Russie et de Pologne, mais je ne disais pas que j'étais juive. Et je me suis posé la question, je me suis dit, effectivement, je ne le dis pas. Et pourquoi je ne le dis pas? J'ai vécu, comme je pense tout le monde, en fait, des tonnes de situations d'antisémitisme qu'on m'a confiées très facilement, parce qu'effectivement, les gens n'imaginent pas que je suis juive. Et donc, ça m'a rendue à la fois témoin et sidérée. Et j'ai vu aussi, dans les années 2000, à quel point ça a été compliqué dans les milieux militants de rejeter Dieudonné. À quel point ça a été un combat pour des antifascistes. Ce livre aussi m'a mise face à depuis le 7 octobre, à des réflexions que j'aurais jamais pensé entendre. J'ai entendu, par exemple, est-ce que ça n'est pas prendre parti que de raconter l'histoire d'Anne Frank? J'ai entendu ça il y a même pas 6 mois, de la part de quelqu'un de gauche, éduqué. Parce qu'il est sorti en 2023. Donc, en fait, je me suis rendu compte que, comme Anne Frank est morte en 1945, ce qu'on me disait là, c'était que quand on est juif, eh ben, ça parle d'Israël. Et qu'on ne peut pas être juif sans prendre position. On ne peut pas être juif sans qu'on vous jette dans les jambes l'injonction à prendre position. Et dans les bras de Netanyahou. Oui. Et que ça, c'est quelque chose qu'il va falloir déconstruire. Et ça, il faut que la gauche travaille, non? Oui, il faut que la gauche travaille dessus. Parce que la droite, on sait qu'elle est antisémite, déjà. Dans tout ce qui nous arrive, là, est-ce que vous parlez, communiquez, discutez, parce que vous parlez le roumain, parmi toutes les langues de cette famille qui a voyagé, est-ce que vous parlez à vos amis de Roumanie,
parce qu'il y a un type qui s'appelle Georgescu, là-bas, qui est carrément un vrai fasciste, qui rappelle la garde de fer et tout ça, qui a failli être président, qui est soutenu par Elon Musk et toute la bande des Trumpistes, sans compter de Poutine, ça c'est déjà depuis le début, parce que c'est quand même ce pacte, ce nouveau pacte, c'est pas le pacte germano-soviétique, mais c'est le pacte américano-russe que nous avons sous les yeux, le pacte des oligarques. Vous avez des nouvelles de Roumanie un peu ? Oui, bien sûr. J'ai une très grande amie avec qui je suis tout le temps en lien, qui est à Paris maintenant. C'est difficile pour moi de prendre la parole là-dessus parce que je ne suis pas une spécialiste et que je n'y habite pas. Ce qui se passe, mais c'est un peu comme alors, ce qu'on voit en France quand même, c'est-à-dire, alors, on n'est pas dans la même situation, mais néanmoins, quand on voit la trumpisation de la droite française, en fait, cette attirance comme ça, encore une fois, on va reparler de pouvoir, de puissance, de l'homme fort. Moi, c'est ça qui me fait peur, en fait. C'est pas les Trumpistes de la première heure, cela on a compris. Ce qui me fait peur, c'est cette séduction de l'homme qui cogne, en fait. Et encore une fois, je me souviens, et je pense pas qu'on puisse me soupçonner d'être pro-François Hollande, évidemment, mais quand même, c'est très intéressant que ce mot de flambie, par exemple, de flanc, de mou, comme ça a exercé une sorte de répulsion. Il y a vraiment quelque chose là-dedans qu'il faut... Moi, j'invite à ce qu'on se penche là-dessus, sur cet amour du fort, de la puissance. On a un problème avec ça. Et de la même façon, je pense que le fait de célébrer les femmes puissantes dans le féminisme, c'est une vraie question. On n'est pas forcément puissante. On n'a pas forcément une place de puissante. Et c'est un féminisme qui tire vers le libéral et qui me met mal à l'aise, en fait. Oui, l'imaginaire qu'on doit défendre, cet imaginaire, qui est un imaginaire qui rencontre l'urgence aussi du vivant, de la précaution. Parce qu'au fond, cet imaginaire de la grandeur, de la puissance, c'est aussi celui de cette espèce tout à fait minoritaire qui se croit plus forte que tout le vivant du reste du monde, jusqu'à être l'espèce la plus destructrice. Elle a un gros cerveau, elle est verticale et elle imagine le monde. Mais oui, c'est vraiment une façon de... Effectivement, c'est une façon de piétiner, en fait, d'aborder en piétinant, je sais pas, ce saccage, ouais, c'est vraiment ça, de rendre les choses... Vous savez, quand on disait rendre un terrain habitable, ça veut dire que vous éradiquez tout, en fait, et vous rendez un terrain habitable. De ça, je me console. Je les avais tous amenés, mais je ne les ai pas tous cités. Mais je vais juste citer de ça, je me console, hein, qui est vraiment tout. Il faut vraiment que vous lisiez Lola Lafont, hein, absolument. Lisez et relisez. D'ailleurs, vous êtes devenu un classique. Vous savez qu'on vous met parfois dans des sujets. J'ai vu ça. Voilà. Il y a quelqu'un j'ai parlé de Costa Gavras tout à l'heure, il y a son double et son envers, qui était un grand ami de Costa Gavras, qui est Chris Marker, que vous citez, une écriture dont chacun se servira pour composer sa propre liste des choses qui font battre le cœur, pour l'offrir ou pour l'effacer. À ce moment-là, la poésie sera faite par tous et il y aura des émeutes dans la zone. J'adore cette phrase. Je l'avais oubliée. Oui, la poésie de l'émeute. C'est... vous voyez, moi, je m'aperçois là aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, mais en ce moment, du glissement depuis 20 ans, de ce qu'on a perdu en termes d'imaginaire, justement, de l'émeute, à quel point c'est difficile aujourd'hui de faire entendre qu'il y a dans les manifestations, que c'est pas grave un abri de bus, en fait, qui tombe. C'est pas un corps. Il y a vraiment ce truc qui est devenu inentendable, je trouve, qui n'était pas évident à faire entendre il y a 20 ans, mais quand même. Il y a d'ailleurs une séquence de télévision où vous êtes avec un Michel Polac qui joue les vieux cons, à qui vous expliquez ça, à qui vous expliquez exactement ce que vous venez de dire. C'est un corps mort, là, alors qu'il y a du vivant qui est en péril. Mais oui. Ouais. Alors le vivant, j'ai un petit cadeau pour vous, parce que avoir préparé cette émission m'a beaucoup ému, et comme un compagnonnage intime. Nous sommes dans un théâtre,
Et il y a une personne de théâtre qui était une très très belle personne, qui a accompagné Louis Jouvet, dont elle a été l'assistante, qui a été déportée à Auschwitz-Birkenau et ensuite à Ravensbrück, qui en est revenue, qui de cela a gardé une solidarité, elle ne s'est pas enfermée dans la mémoire de tout cela, au contraire, elle a soutenu par exemple les indépendantistes algériens. J'ai nommé Charlotte Delbo. Et je voudrais terminer en vous lisant un extrait de sa prière aux vivants pour leur pardonner d'être vivants. Vous connaissez ce texte, forcément. Je vous en supplie, faites quelque chose. Imprenez un pas, une danse, quelque chose qui vous justifie, qui vous donne le droit d'être habillé de votre peau, de votre poil. Apprenez à marcher et à rire, parce que ce serait trop bête, à la fin, que tant soit mort et que vous viviez sans rien faire de votre vie. Merci, Merci à vous. Lola Lafont, de nous aider à faire quelque chose de notre vie. Merci infiniment. Merci beaucoup. Mediapart.